Bonjour à tous, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà bien installés. Avec eux, allons découvrir ce qui fait l'essentiel des Grandes Unes. Ce matin, on démarre avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse à la crise anglophone et surtout à la prestation de serment de Paul Biya relativement donc à cette crise anglophone. Et Paul Biya qui maintient l'option de la force. C'est ce que nous dit ce matin La Nouvelle Expression à sa principale une qui revient donc sur ce discours d'investiture du président de la République nouvellement réélu, qui n'a point annoncé de dialogue comme solution de sortie de la crise qui ravage cette partie du Cameroun depuis bientôt 2 ans. Le journal La Nouvelle Expression qui revient donc notamment à cette page 5 sur tout ce qui a été dit autour de ce discours d'investiture, citant voilà Paul Biya qui dit qu'il fera en sorte que le calme et la sérénité reviennent dans la partie nord-ouest et la partie sud-ouest du Cameroun. Entre autres déclarations de Paul Biya. Le journal qui rapporte aussi que lors de ce discours d'investiture, le président Paul Biya a reconnu que plusieurs milliers d'habitants des régions anglophones n'ont pas participé au vote à cause de la crise dans cette partie du Cameroun. Toujours dans les colonnes de La Nouvelle Expression, ce curieux enlèvement du côté de Bamenda avec 82 personnes qui en ont été victimes, 79 élèves, un enseignant, un chauffeur et le principal d'un collège qui ont été kidnappé hier matin, mardi, donc dans la capitale régionale du Nord-Ouest, une opération spectaculaire qui suscite beaucoup d'interrogations depuis le déclenchement de la crise anglophone en 2016, même si des informations parues ce matin font état de la libération donc de ces personnes. Le sous-préfet de Bafoussam Ier qui traque les journalistes, Grégoire Essonobodo, a promis des représailles à l'encontre de quiconque rendrait compte de la marche du MRC, même si le constat est fait que dans les colonnes de La Nouvelle Expression, eh bien, le compte rendu de cette marche du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été largement fait et depuis le journaliste en question est tout simplement traqué par les forces de sécurité. De ce côté-là, Nécrologie et le Social Democratic Front qui est encore en deuil avec le directeur de campagne de Joshua aussi, qui est décédé lundi 5 novembre 2018 à Douala. Le SDF en deuil donc avec ce décès d'Henri Foussi. Nanda Kabralibi qui est favorable au recomptage des voix. Il est ainsi dans la démarche de Maurice Kamto du MRC pour le candidat du Parti Univers. Il faut avant tout la mutualisation des autres candidats de l'opposition. Et le Messager qui s'intéresse aussi ce matin à la prestation de serment de Paul Biya, sa grande une, nous dit que Paul Biya sert du réchauffé au Camerounais. Le président de la République s'est fondu dans une litanie de promesses lors de son énième discours d'investiture hier à l'Assemblée nationale. Le journal Le Messager propose d'ailleurs tout un dossier à lire donc dans ses colonnes ce matin avec Paul Biya qui sert du réchauffé, mais aussi la parole qui est donnée au porte-parole de Maurice Kamto qui jette un regard froid sur le nouveau septennat de Paul Biya qui présente comme les stigmates d'une démocratie camerounaise plutôt affaiblie. Olivier Bibou Nissak qui fait savoir que l'investiture de Paul Biya est tout simplement une forfaiture. Le journal qui propose aussi cette longue marche du renouveau du 6 novembre 1982 au 6 novembre 2018 avec les leçons et aussi qui revient sur ce discours prestation de serment de Paul Biya. Le journal qui parle aussi de controverses autour des élèves enlevés à Bamenda. Des sources ne s'accordent pas sur le nombre de personnes enlevées avec aussi cet abus à lire à la page 2. Et Maurice Kamto assigné à résidence surveillée. Le domicile du président du MRC a été quadrillé hier mardi 6 novembre par un dispositif policier. L'œil du Sahel s'intéresse aussi ce matin à la crise anglophone. Et Paul Biya qui lance un ultimatum aux sécessionnistes, la une de l'œil du Sahel qui revient tout aussi sur ce discours d'investiture et sur l'ultimatum lancé par Paul Biya qui a par ailleurs appelé ces sécessionnistes à déposer les armes telles que reprises ce matin par le journal L'œil du Sahel. Le quotidien Émergence s'intéresse aussi à cette prestation de serment et à la crise anglophone. Émergence qui, à titre donc, Paul Biya promet une plus large autonomie
des régions. Durant son discours, le président de la République a fixé le cap définitif de sa gestion de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal propose dans ses colonnes ce matin l'intégralité du discours de Paul Biya. Et puis Bamenda et ses 80 élèves enlevés, à lire dans ses colonnes, en sus de ces personnes kidnappées. On note aussi l'enlèvement d'un sous-préfet de ce côté-là. Signature nous parle ce matin de la réélection de Paul Biya et de 7 titres signatures pour la 7e fois dans l'histoire de la vie politique du Cameroun. Paul Biya a prêté serment ce mardi 6 novembre 2018 comme président élu de la République du Cameroun après sa brillante réélection à l'issue du scrutin du 7 octobre dernier. 7 fois donc déjà, Paul Biya a franchi l'étape des urnes et s'engage dans un nouveau mandat, nous dit le journal. Le dernier pour certains, cette date du 6 novembre n'est pas fortuite. Elle est pleine de symboles qu'il faut bien décrypté après avoir prêté serment en 1982 grâce au mécanisme constitutionnel. Le peuple l'a adoubé et l'a investi légalement, nous dit donc le journal Signature ce matin, qui parle aussi de la CAN totale, de la CAN Cameroun 2019 et sur l'aspect sécurité. Le Cameroun rassure, nous dit le journal. L'action qui titre Paul Biya à la une, donc à douce au soir, c'est la une du journal L'Action. Ce matin, le président élu de la République du Cameroun, Paul Biya, a prêté serment ce mardi 6 novembre 2018 devant le Parlement du pays. Consolidation des acquis autour de la paix, prospérité, développement participatif, essor économique et meilleure représentativité des femmes et des jeunes sont les chantiers du septennat des grandes opportunités qu'il a ainsi inauguré. Le journal qui poursuit avec donc cet autre article. Paul Biya takes oath of office. Cameroon's newly sworn in president has promised to consolidate the achievement of his past mandate while exploring new opportunities to take the country to emergence. L'essentiel ce matin, 6 novembre 2018, Paul Biya, le président rassembleur moderne, rassurant, fidèle, pacifique, démocrate. Voilà tous ces qualificatifs attribués par le journal. L'essentiel à Paul Biya qui engage donc un nouveau septennat présidentielle du 7 octobre, toujours dans les colonnes de ce journal. Selon les Américains, le scrutin reflète la volonté du peuple, nous dit le journal L'Essentiel. Le Jour nous parle de toute autre chose, mais reste sur cette journée du 6 novembre à Yaoundé, la folle journée du MRC. C'est la une du journal Le Jour. Alors que Paul Biya prêtait serment à l'Assemblée nationale, Maurice Kamto s'est adressé à ses militants au rond-point Loncac, nous dit Le Jour. Les forces de l'ordre se sont invitées et ont interpellé les cadres du parti. Nord-Ouest, comment 79 élèves ont été enlevés à Bamenda, à lire dans les colonnes de ce journal. Repère, Paul Biya qui s'est adressé aux sécessionnistes. Cela fait la une du journal Repère qui titre Déposez vos armes. Cette exclamation barre donc la une de Repère dans son discours d'investiture prononcé mardi 6 novembre à l'Assemblée nationale. Le président de la République a opté pour la fermeté face aux partisans de la partition du Cameroun. Et puis chez le journal qui à sa page 3 parle d'appel à la résistance et de Maurice Kamto qui franchit la ligne rouge, à lire dans ses colonnes. Info Matin s'intéresse aussi à cette prestation de serment, mais pense que Paul Biya tend la main aux sécessionnistes. C'est la une de Info Matin, tout en promettant le rajeunissement du personnel politique et l'intensification des efforts de développement. Le chef de l'État réélu reconnaît que les secteurs des routes, de l'eau, de l'énergie ont connu des avancées notables au cours du précédent septennat. Un dossier proposé ce matin par le journal Info Matin dans ses colonnes. Et puis mutation, avis qui s'intéresse au septennat 2018-2025. Avis de tempête sur la gérontocratie, c'est la une de mutation. Le chef de l'État réélu s'engage à associer les jeunes à la gestion des affaires publiques. Paul Biya déclare également qu'il fera tout pour ramener la paix dans le nord-est et le sud-ouest. Le serment du président de la République de 1982 à 2018, passé tout simplement au crible dans les colonnes de mutation, avec en prime les analyses de Claude Abbé, Max Mbida, Viviane Ondoa Biolé, à lire donc dans un
gros dossier consacré à cette actualité dans les colonnes du journal Mutation. Le quotidien de l'économie s'intéresse aussi à ce septennat 2018-2025 sous le prisme économique. Début du septennat à la loupe du FMI. Nous dit le quotidien de l'économie, hier 6 novembre 2018, jour de prestation de serment de Paul Biya pour son 7e mandat au terme de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. L'équipe de mission du Fonds monétaire international est à sa 3e journée au Cameroun pour une 3e évaluation du programme économique et financier qui touche aussi quelques entreprises à capitaux publics. À lire donc dans les colonnes de ce journal. Et puis le Popolis qui reste sur la crise anglophone ce matin, les Amazoniens qui enlèvent 11 élèves, c'est ce qui barre la une du journal satirique Le Popoli. Cameroun Tribune s'intéresse à l'investiture de Paul Biya tout aussi et titre donc historique, c'est la une de Cameroun Tribune portée ici par une formidable liesse populaire. Le président de la République a prêté serment hier et entamé son nouveau mandat en prenant des engagements forts. Détermination à ramener la stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, accélération de la décentralisation, participation accrue des jeunes à la prise de décision, un dossier aussi, tout aussi volumineux à lire donc dans les colonnes du journal du quotidien gouvernemental. Ouest Littoral pour terminer. Ouest Littoral parle aussi de la prestation de serment de Paul Biya, le sacre d'un roi fainéant, nous dit Ouest Littoral. On aura tout vu avec ce chef de l'État au Parlement. Ce jour, on a découvert un homme qui semblait découvrir l'étendue de sa fonction après plus de 36 ans de règne et comme un prestigitateur, nous dit Ouest Littoral, il s'est évertué à beaucoup parler sans rien dire, essayant par des mensonges de masquer un très long bilan calamiteux, nous dit le journal Ouest Littoral, et qui nous permet de retrouver sur ce plateau nos invités. Idriss Lissom du quotidien de l'économie. Bonjour. Bonjour Eric Massel, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, bonjour tout aussi à Hervé Villard-Délé du journal La Nouvelle Expression. Bonjour Eric Massanjomo, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, on constate tout simplement que ce matin, tous les journaux se sont focalisés sur cette prestation de serment de Paul Biya. La Nouvelle Expression nous parle de la crise anglophone d'ailleurs, qui revient dans plusieurs autres journaux. Et Paul Biya qui maintient l'option de la force Idriss Lissom, malgré les critiques, malgré les appels au dialogue, malgré les appels que l'on a notés d'ailleurs dans les lettres de félicitations au lendemain de l'annonce ou de l'officialisation de sa réélection. Le journal La Nouvelle Expression nous dit l'option de la force reste l'option choisie par Paul Biya. Oui, il faut dire qu'à la lecture du discours du chef de l'État, et même ceux qui l'ont écouté, parce que presque tous ces journaux, Messager, Nouvelle Expression, ont dû publier aujourd'hui dans l'entièreté le discours du chef de l'État. Donc lorsqu'on le lit et lorsqu'on voit la une, Paul Biya maintient l'option de la force, c'est ça, c'est bien rendu. C'est véritablement... Comment est-ce que vous appréciez justement ce choix? Alors maintenant, l'appréciation, pour moi, l'appréciation ne peut que se faire sur la supputation. Parce que je suis persuadé, tel qu'on connaît Paul Biya depuis 36 ans, il n'aurait pas fait une autre annonce. Vraiment, une autre annonce aurait été véritablement un chamboulement dans sa perception des choses. Donc, Paul Biya maintient la force, c'est ça, c'est sa logique, et c'est comme cela mais je suis sûr, Eric Massa, qu'au-delà de cette annonce, avec tout ce que nous avons vu, ceux qui ont félicité le chef de l'État, avec les orientations qui ont été données, je suis persuadé que derrière cette main de fer, derrière cette force, il y aura sûrement une position de dialogue pour faire avancer. Je suis persuadé de cela. Mais tel qu'on connaît l'homme, dans sa démarche et dans son style, il n'aurait jamais fait, on dit, baisser la garde. Donc il est resté ferme et c'est vraiment l'option de la force, mais sûrement qu'au-delà de la force qui va continuer, il y aura un garde de voilà. Alors, sur cette option de la force, Hervé Villard, votre lecture? Ouais, il faut dire que je ne m'attendais pas à mieux, il faut être honnête. Vous vous souvenez qu'au lendemain des événements de février 2008, le chef de l'État était sorti pendant qu'on attendait qu'il apaise les cœurs parce que les gens avaient c'était le mail de la faim. Il a déclaré à haute et intelligible voix à qui voulait entendre que le pouvoir ne se gère pas dans la rue. Je pense que c'est un discours similaire à celui qu'il avait déclaré en 2008, donc je n'étais pas du tout surpris. Parce que face à la colère des Camerounais qui revendiquent un certain nombre de choses, le chef de l'État rarement
a choisi l'option du dialogue. Et vous allez constater que c'est dans la continuité de tout ce qui a été engagé dans la résolution de cette crise. Vous vous souvenez qu'au moment où cette crise commençait à couver, les discours étaient toujours violents, allant dans ce sens, c'était toujours violent. Et même les émissaires qu'il avait envoyés pour pouvoir négocier par rapport à cette crise n'étaient que des discours violents. L'État était resté fort. Oui, l'État doit rester fort, on ne dit pas non. Sauf que devant certaines situations, parfois, on est obligé de se rabaisser. Est-ce à dire pour vous que le chef de l'État a refusé de prendre en compte tous les conseils qui lui ont été donnés par les différents chefs d'État, qui lui ont adressé les félicitations ou les différentes institutions, mais à chaque fois en appelant à une résolution rapide. Et d'ailleurs, le courrier du chef de l'État français est allé plus loin en demandant une résolution politique de cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il semble avoir fait fi de tout cela, en tout cas si l'on s'en tient à ce discours et à cette une de la Nouvelle Expression. Si on reste fidèle à son discours, on va effectivement le dire, répondre par l'affirmative. Le chef de l'État est resté dur, ferme, et ce qui est normal, parce que le chef de l'État ne doit pas nous donner l'impression que l'État est faible. Or, mais ce qui est considéré comme faiblesse par l'État est parfois une force. Parce qu'écouter les uns les autres, et appeler les uns les autres au dialogue, on n'a jamais, ne voudrait aucunement dire qu'on ne devait pas utiliser la force. Non, au contraire. Si l'État est faible, je pense qu'on va se retrouver dans un état de nature où tout le monde va penser que la loi n'existe pas, les institutions n'existent pas, et chacun voudra faire comme bon lui semble. Or, ce n'est pas de ça que la question. Alors, je pense que le rôle de l'État est très bien reconnu, et même par ceux-là qui sont en train de s'aimer le trouble dans la région anglophone. Ils savent effectivement qu'un État existe et qu'ils ont des revendications qu'ils sont en train de poser. Et je pense, à mon humble avis, qu'à côté de la force, on espère qu'à côté de la main de fait chef d'État, il y aura un gant de velours pour pouvoir adoucir, pour le dire, comme il avait souvent dit, je vous ai compris. Et que les doléances qui sont posées seront résolues. Peut-être que... Hier, il a prononcé justement cette célèbre formule, je vous ai compris, mais à l'endroit des jeunes. Justement, je voudrais chuter par la décentralisation poussée qu'il a annoncé, qui arrivera à son terme durant son mandat. Certainement que c'est l'un des moyens qu'il utilisera certainement pour mettre fin à la crise anglophone. Mais bon, moi je suis un peu sceptique parce que quand le chef d'État fait ses promesses, il faut attendre beaucoup d'années pour voir la réalisation. Et du coup, pour comprendre pourquoi le messager peut nous titrer. Quand il y a réalisation, alors, Paul Biya qui sert du réchauffé au Camerounais. Juste peut-être, avant peut-être de relancer, juste préciser que, et Massa, il faut relever quand même que le chef de l'État, dans le même discours, demande de déposer les armes. Ouais. Et Hervé Villa l'a dit, il va accentuer la décentralisation. Donc, je vous ai dit, il y a la fermeté, mais je pense que il dit aussi aux empoisonniers, dès que les armes sont déposées, on va passer sûrement, parce qu'on a pris en compte. En fait, il ne le dit pas, mais il faut lire entre les lignes. Donc je pense que c'est un appel. C'est un appel. Bon, peut-être c'est vrai que c'est impératif, déposer les armes comme un ordre, mais il faut dire qu'on ne peut pas dialoguer là où les armes crépitent, là où les armes tournent. Donc, alors, il faut le dire, je pense qu'on va quand même vers une nouvelle approche. Mais entre les discours et la réalité, il y a toujours un grand fossé. Je parlais de cette une du journal Le Messager qui nous rappelle que Paul Biya nous sert tout simplement du réchauffé au Paul Biya, sert du réchauffé au Camerounais. Rien de nouveau, pratiquement, pense le journal, qui ajoute que le chef de l'État s'est fondu dans une litanie de promesses lors de ce énième discours d'investiture à l'Assemblée nationale. Rien de nouveau, finalement, sous le soleil pour Le Messager. Oui, et il faut dire que Le Messager fait une très belle analyse, parce que Le Messager est même parti jusqu'à ressortir le discours d'investiture de Paul Biya le 6 novembre 1982. Et il a analysé les différents discours. C'est un travail de fourmi, de fond qui a été fait par le quotidien Messager. Mais il faut tout simplement dire que c'est sur les éléments factuels, sur les données, sur les éléments de langage, que Le Messager pense et met à la une que la prestation de serment Biya sert du réchauffé au Camerounais. Donc vraiment, ceux qui ont l'habitude d'écouter le chef de l'État et ceux qui ont écouté ce discours, comme moi, on n'a rien vu de nouveau ou bien qui apporterait véritablement une rupture. Hein, peut-être certains diront qu'il a compris les jeunes, mais je l'ai dit, entre le discours et la réalité, il y a toujours un fossé. C'est quand on verra peut-être le prochain gouvernement ou bien on verra certains jeunes du RDPC, si c'était une jeunesse. Parce que c'est qu'on reproche aussi aux jeunes du RDPC, parce que c'est une jeunesse qui est quelque peu passive, qui laisse un peu ces gérontocrates prendre les choses en main. Si cette jeunesse pouvait, au mot de la présidente nationale du RDPC, se lever et dans toutes les sections du RDPC et
poser des actes pour susciter, attirer l'attention. Voilà la balle qu'il leur est donnée. Donc, mais je dis, en dehors de cela, si cette jeunesse de RDPC reste une jeunesse qui suit moutonnièrement cette élite prévaricatrice qui passe le temps à utiliser l'argent, à acheter les consciences, on n'entendra rien de plus. Alors, le réchauffer, selon le messager. Oui, réchauffer parce que la litanie de promesses du chef de l'État, dans les nombreuses promesses qu'il fait, on peut compter au bout des doigts les promesses qui sont réalisées. Quand vous essayez de prendre seulement le discours le plus récent, le discours de 2011, et que vous essayez de comparer avec celui de 2018 aujourd'hui, il y a 7 ans, le chef de l'État promettait, n'est-ce pas, que le Cameroun devait être autosuffisant énergétique avec la construction des barrages de Merveille et Autrou, et qu'on devait avoir des problèmes d'énergie, et que les adductions devaient être, tout le Cameroun devait avoir de l'eau, avec tous les projets qui sont lancés. Oui, les projets sont lancés. 7 ans après, les Camerounais n'ont pas toujours d'eau. Je vous rappelle que ce matin, mon robinet était à sec quand je l'ouvrais. C'est pour dire que le problème demeure. Autosuffisance énergétique, le chef d'État l'a répété encore dans son discours hier. Ça veut dire qu'il l'avait fait en 2011. Vous n'êtes pas rentré en 2004 encore, non. Toutes ces promesses sont répétées. Donc, du coup, le messager est bien fondé de dire que c'est du réchauffé. Et on va comprendre qu'entre autres, bon, il a promis certainement, sur le plan démocratique, n'est-ce pas, de finaliser la démocratie du Cameroun avec la création des institutions. Oui, on a vu le Sénat, on a vu le Conseil constitutionnel, qui, en théorie, c'est quelques promesses qui sont réalisées. Et le reste, vous avez constaté que le chef d'État fait 10 promesses. Vous allez voir qu'à la fin de son mandat, 7 ans après, à peine 2 ou 3 sont réalisés. Or, du coup, quand ça n'atteint pas la moyenne, quand on ne peut pas ressentir ça au niveau du bas peuple, quand les habitants de mon petit village à Pichicha ne peuvent pas sentir que le chef d'État, le discours du chef d'État affecte leur vie, comment ne voulez-vous pas que on puisse penser effectivement que le chef d'État s'est dû réchauffer parce qu'on a l'impression que le discours se limite peut-être dans les centres-villes où des grands projets sont réalisés. On est en train d'aménager la route à Douala, oui, peut-être que parmi quelques projets structurants qui sont engagés, mais dans mon village, je vous rappelle que pour sortir avec une région de manade, monsieur, si vous n'avez pas une moto qui a beaucoup de force, vous ne sortez pas. Donc ça veut dire que le problème de route ne concerne pas seulement les métropoles. Absolument. Pour que ce projet, son discours soit vrai, il faut que le Camerounais qui est au fin fond du village ressent que la route arrive là-bas et que le développement, les voies de communication suivent. Par exemple, alors... il faut peut-être, pour finir sur cette histoire de réchauffer, oui, dire tout simplement aux téléspectateurs, à ceux qui vont acheter le journal, les journaux ce matin, que le chef de l'État, en écoutant ses discours, répond en les attentes qu'il ne faudra rien attendre, parce qu'il n'y a rien de nouveau, parce que c'est ça, il ne faut pas attendre quelque chose, puisqu'il n'y a rien de spécial qu'il a promis. Donc on reste sur la même ligne. Aucune démarcation habituelle, donc alors, rien de spécial, rien à attendre. Alors, quelle peut être la place de cet ultimatum lancé aux sécessionnistes? On a commencé justement par cela. Et l'œil du Sahel en parle ce matin, cet ultimatum aux sécessionnistes. Quelle peut être sa portée? Oui, en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai essayé de dire tantôt. Tout simplement qu'il y a sûrement derrière cette menace, derrière cet ultimatum, des actions cachées. Donc, on aura le temps de voir avec les jours qui suivent. Peut-être que ce matin, on annonce que les otages ont été libérés. Peut-être que ça montre que peut-être que les forces de maintien et l'autre vont passer à une autre étape de ce conflit, parce qu'on a souvent dit qu'il n'y avait pas de droit de poursuite et qu'il faut faire un ratissage. Attendons de voir. Donc peut-être pour dire que maintenant que le chef de l'État le processus électoral est terminé et qu'il a une nouvelle légitimité, il va véritablement frapper la main sur la table et essayer de ratisser l'âge. Attendons de voir. Relativement à cela, le quotidien Émergence fait savoir que Paul Biya promet une plus large autonomie des régions. Alors, en termes de matérialisation, on évoque l'accélération du processus de décentralisation, tout comme d'autres espèrent voir enfin se mettre en place ces élections régionales. Oui, il faut quand même dire que ça fait partie des désiderata du peuple camerounais, parce qu'avec un pouvoir auto-centré, il était difficile, n'est-ce pas, que la répartition des ressources et que la gestion même des problèmes des populations puisse être efficient et efficace, parce qu'il fallait attendre toujours que le pouvoir parte de Yaoundé. Alors que dans les régions, on peut soi-même connaître les problèmes que nous rencontrons et parfois les résoudre. Parce que parfois les décisions pour la résolution des problèmes dans les régions n'étaient pas forcément, ne rencontraient pas l'adhésion des populations, parce que
au moment où ils envoient un besoin, on les envoie on fait des réalisations, ça ne correspond pas aux besoins importants qu'ils ont dans cette partie-là. Vous avez besoin d'eau, on vient vous construire une école, alors que vous n'avez pas de problème d'école. Vous avez besoin d'électricité, on vient vous dire que en fait, c'est l'agriculture qu'on lance dans ce secteur. Je ne voudrais pas dire que ce n'est pas important tout ce projet, mais sauf que quand les problèmes criants, il faut d'abord commencer par les plus importants. Et au fur et à mesure, de manière de crescendo, on va résoudre les problèmes. Et je pense également que la décentralisation qui est engagée et qui sera poussée, certainement qu'on essaie... C'est à ce niveau une sorte de réponse de Paul Biya à ceux-là qui, vous savez que le débat est sur la table, à ceux-là qui espéraient voir, qui penchaient par exemple l'option du fédéralisme en lieu et place de cette décentralisation, qui pour les partisans du fédéralisme a montré ses limites. Bien sûr, parce que c'est une réponse. C'est vrai que fédéralisme et décentralisation, bon, ce sont quand même des voisins. Même si sur le plan étymologique, on va dire que les définitions sont différentes. Sauf qu'au niveau du mode de gestion, parfois ça se ressemble. Sauf que peut-être au niveau du pouvoir politique, tout simplement qu'il y a une petite différenciation à faire. Bon, maintenant, il faut quand même reconnaître que tous les Camerounais veulent que le Cameroun reste un État paisible et que toutes les zones de conflit, que les conflits soient de ce côté-là. Et entre autres revendications des sécessionnistes du côté anglophone, c'était entièrement tout ce côté du Cameroun, pendant que certains demandaient le fédéralisme. Maintenant, si la décentralisation peut être un moyen pour mettre fin à ce conflit et permettre à ces différentes parties du Cameroun de pouvoir prendre en main le développement, je pense que ce sera un bénéfice pour tout le monde, parce qu'il faut quand même reconnaître que cette guerre nous affecte tous. En plus de perdre des populations camerounaises et les plus proches et les forces de l'ordre, il faut quand même reconnaître que le Cameroun perd sur le plan économique. Il dit que c'est mieux placé ici parce que les représentants, en fait, travaillant dans un journal très économique. Alors, sur le septennat à venir, 2018-2025, Mutation pense, ou à le titre, sur cet avis de tempête sur la gérontocratie, alors que le quotidien de l'économie estime que c'est un début de mandat qui est tout simplement à la loupe du Fonds monétaire international. Oui, plus difficile que jamais. C'est pour cela qu'il faut comprendre que, est-ce que, telles que les entreprises parapubliques sont gérées, vous n'avez qu'à prendre ces entreprises et les scanner, comme on dit, recrutement, fait n'importe comment, la gestion. On a constaté, en regardant tous ces le dernier septennat, que plusieurs conseils d'administration ont validé les budgets, accepté les comptes, et après on a vu les DG se retrouver en prison. Donc c'est pour dire que, est-ce que ce type de gestion va continuer? Parce que, est-ce que ce n'est pas de goulot de travail? Et regardez comment l'État finance ces entreprises publiques. C'est la raison pour laquelle... maintenant, pour pouvoir amener à l'État, vous avez vu dernièrement à N'Djamena, avec le sommet de la CEMAC, spécialement pour rappeler l'orthodoxie de la gouvernance à ces États de la CEMAC, parce que cela se fait comme si... Et lorsque on parle de cette gérontocratie, où viendront les ressources? Lorsqu'on a une zone comme le sud-ouest, avec un CDC qui produit plus rien, qui est fermé, avec le cacao de ces zones-là, voilà une campagne cacaoyère qui est en train de finir. Il n'y a aucune entrée, c'est-à-dire que toutes les plantations cacaoyères du sud-ouest sont complètement à l'abandon. Le cacao est pourri dans la forêt parce que personne n'y est plus, parce que les gens sont partis. D'où viendront les ressources? Lorsqu'on regarde que du côté du Pamol, de ce côté tout du sud-ouest, du côté de cette plantation, tout est abandonné. Parce que c'est bien beau de faire des discours, de parler, mais il y a un manque à gagner. L'argent, le budget qui va être voté là, dans quelques jours à l'Assemblée nationale, sera-t-il équilibré? Le fait qu'il y ait le nord-ouest et le sud-ouest dans cette situation fait de telle sorte qu'on ne sait pas d'où les ressources viendront. Entre-temps, on a vu la semaine dernière les entreprises privées qui ont le GICAM qui a dit au ministère des Finances, mais attention, vous nous étranglez, on est en train de mourir, on n'arrive pas, non seulement les PME ne sont pas payés parce que la dette de l'État, et on est en train de déflater dans les entreprises privées. Il y a les gens qui ont des arrêts de salaire de 3 à 5 à 6 mois. Voilà le tableau triste, grave, dans un pays qui est là. Est-ce que face à cela, et le FMI qui vient encore dire verrouiller, fermer les vannes, bon, j'ai l'impression que 2019 risque n'est pas d'être du tout gai. Voilà, peut-être tout cela commence aussi par la réduction du train de vie de l'État. Allez, cette folle journée du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, à la une du quotidien Le Jour, folle journée du MRC, pendant que Paul Biya prêtait serment, eh bien, Maurice Kamto, de son côté, n'est pas resté les bras croisés, Hervé. Je pense que Maurice Kamto est resté logique.
par rapport à tout ce qu'il a déclaré au lendemain des élections. Vous vous souvenez qu'il avait dit que j'ai tiré le penalty et le but est entré. Je pense qu'il est resté logique et parce qu'il fallait bien qu'il continue à revendiquer l'élection qu'il dit avoir gagné. Et je pense qu'à Nouvelle Expression avait même publié les résultats que lui, il avait les résultats de ces élections version Maurice Kamto. Pour qu'on essaie de voir, pour permettre quand même puisse voir justement jusqu'à présent, Maurice Kamto pense que ce conseil constitutionnel qui a permis à Paul Biya de gagner les élections avec une forme de tripatouillage. Donc, il était de bon ton produit. Et les militants du MRC qui ont, pendant la semaine dernière, engagé de plusieurs revendications sur le triangle national. Autour du programme national de résistance. Qu'il continue cela, parce qu'en fait, il est en train de revendiquer son vote. Et souvenez-vous, il a toujours demandé, il a rappelé la dernière fois qu'il fallait qu'on passe au comptage de voix parce qu'il est certain qu'il a gagné. Donc, c'est en tant que président de l'un des principaux partis d'opposition aujourd'hui, ça toutefois blessé sensibilité, c'est quand même dans sa logique de revendiquer. Je pense qu'une forme de revendication, et même pour moi, c'est une forme de campagne encore. Campagne parce qu'il veut toujours rester dans l'esprit des Camerounais. Les élections présidentielles ne sont pas finies malgré les investitures. Et on pense qu'avec les instances africaines, panafricaines qu'il a certainement saisies pour que l'on puisse faire le recomptage des voix, il y aura gain ou non. Attendons de voir. Alors, Maurice Kamto, résident surveillé, folle journée du MRC à Yaoundé, le MRC qui est resté tout de même au devant de l'actualité malgré l'encerclement et l'empêchement policier. Oui, c'est de bonne guerre, hein, c'est resté logique. Tel que l'a dit Hervé Viard, mais maintenant il faut le dire que je ne sais pas si c'est dans le Messager qu'on a lu un peu une interview de Olivier Bibounissak. Oui, bon, pas le porte-parole de MRC, mais le doyen de l'UPC, Ougli Massaga, oui, qui demandait au MRC de revoir un peu sa stratégie. Pas que le combat n'est pas juste, et il leur demandait de revoir la stratégie, parce qu'il faut absolument aujourd'hui que le combat continue au niveau du recomptage, tel que c'est fait, et avec les instances panafricaines qui ont été saisies. Il faut dire qu'il est important de mettre en mouvement. Et quand Hervé Viard disait tantôt que le MRC aujourd'hui est le leader de l'opposition, j'ai dit, oui, après la présidentielle, oui, mais il faut faire attention. Parce que le SIF est le leader de l'opposition. Le SIF a des conseillers municipaux, a des maires, et a une structure du parti qui est présente sur le terrain et qui peut se mobiliser. Et alors on attend de voir le MRC dans la structuration du parti. Parce qu'on est dans une élection présidentielle où on peut gagner l'élection parce qu'on a la sympathie et tout. Mais maintenant, c'est la structuration du parti qui doit pouvoir continuer le combat, qui est dans un combat logique et légitime de défendre, parce que c'est de ça qu'il est question. Ont de la sympathie, qui ont voté pour le candidat, doivent pouvoir se mettre en mouvement et structurer sur le plan des arrondissements, des départements, au-delà de faire des discours, des trucs, c'est de ça qu'il est question. Alors, pour que on se prenne, parce que ce combat, c'est un combat juste. Alors, et il faut aussi prendre en compte la proposition de Cabral Libi qui dit qu'ils ont ces 13 000 PV et que le MLC amène ces PV et que déjà, en attendant le recomptage, mutualise justement ces PV avant maintenant de solliciter, parce que ce sera un élément factuel et clair, de précis, pour qu'on vérifie si ces PV sont les mêmes avec Elecam, et on saura que c'est les 20 PV. Si c'est faux, on verra d'où vient l'erreur. Qui a les faux PV? Messieurs, pour sortir cette affaire d'enlèvement curieux, c'est vrai qu'on nous fait savoir que ces enfants ont été libérés ce matin, ces élèves du côté de Bamenda, mais il faut dire que la plupart des journaux trouvent cela bien curieux, cet enlèvement. En quelques secondes, je voudrais que chacun puisse dire un mot là-dessus. Oui, curieux parce que quand même c'est au centre-ville de Bamenda et on fait ces informations que nous parviennent, ça fait quand même partie des établissements qui étaient les plus gardés par les forces de maintien de l'ordre et même de défense. Certains pensent qu'il s'agit tout simplement d'une entourloupe. Une machination certainement pour à la fin, dès qu'on va libérer, de faire savoir que les forces de l'ordre ont absolument agi et que force revient au chef de l'État. Mais bon, je ne sortirai pas sans dire un mot aussi quand même les journalistes qui sont séquestrés depuis un certain temps, notamment notre confrère Vivien Tonfac, qui en train de souffrir à Bafoussam. Je vous rappelle qu'il ne va plus au bureau parce que le bureau, il y a les éléments antiques de temps en temps qui sont à sa recherche, parce que, il faudrait bien vous l'avez rappelé ici, parce qu'il faut respecter ce que dit les préfets. Pourtant, le journaliste doit être libre et faire son travail en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Absolument. Quand on laisse justement les journalistes travailler, ce ne sont pas les journalistes qui font l'actualité, ce sont les faits et les journalistes rendent compte. Donc vraiment que ces journalistes traqués soient véritablement
qu'on les laisse vaquer à leurs opérations. On ne peut pas être tranquille et rester tranquille face à ce type d'intimidation. Voilà, malheureusement, ces restrictions de liberté sont de plus en plus notées et notoires sur le terrain. Merci messieurs d'être venus, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, chers téléspectateurs. Demain sera notre jour, nous serons là pour un autre numéro. Entre-temps, nous souhaitons tout simplement une très bonne suite sur Equinox Télévision. Au revoir.